Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Kampong Cham, au Cambodge. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. On est donc dans la ville de Kampong Cham, qui est dans la province du même nom. On est à environ 2 heures de route de la capitale Phnom Penh. On est un peu entre Phnom Penh et Kratchie plus au nord. C'est la province la plus peuplée du Cambodge. On continue un petit peu notre tour des provinces un petit peu moins touristiques du pays pour voir autre chose que les incontournables tout le temps. Et là, on s'est directement ce matin arrêté boire un café parce que le ciel est très menaçant en septembre. Donc, on attend de voir s'il va pleuvoir ou pas. Kampong Cham, ça vient du coup de Kampong, comme sur les tables d'avant, désigne en khmer une ville qui est proche d'une rivière. Et Cham, ça fait référence au peuple des Cham. Donc ça veut littéralement dire la ville des Cham au bord de la rivière, en quelque sorte. Et voilà, on est au bord du Mekong. On va essayer de se balader un petit peu. Il y a plusieurs temples, plein de choses assez cool à voir. Là, pour le moment, on sirote un petit café. Toujours très bon, hein. Je sais pas si vous voyez le ciel tout noir là. Alors, on est en direction d'un temple qui est au centre de la ville, mais je sais pas si on va pouvoir faire beaucoup plus aujourd'hui là. Complicado. Parce que quand ça pleut ici, ça pleut hein, les amis. Bon, on le sentait venir. C'est arrivé plus tôt que prévu, mais on le sentait venir. Du coup, là, on s'est arrêté n'importe où au pif, dans un petit boui. Il y a un monsieur qui nous a pris des chaises pour qu'on puisse s'asseoir et attendre que ça passe. On a pris le risque de venir là pendant la pire saison. On s'est dit, oh, mais en août, ça l'a fait, en juin, ça l'a fait. Peut-être que septembre, finalement, c'est le plus compliqué. Parce qu'on est dans l'Est et c'est la région qui est la plus pluvieuse aussi pendant la saison des pluies. Donc, Et puis les routes ici, les villes de l'Agadou, des inondations. On va voir, hein, des fois ça dure pas longtemps. On est bien arrivé donc au Wat Nokor. Le Wat Nokor, c'est un temple qui a été érigé au XIe siècle par Suryavarman II, qui est lui-même l'empereur khmer qui fonda Angkor Wat. Rien que ça. Donc c'est un petit peu le petit frère ou la petite sœur d'Angkor, là où on se trouve. Comme la majorité des temples de l'époque, il est construit avec du grès. Celui-ci est fait en grès noir. Voilà, le grès, c'est cette pierre, et c'est la pierre principale aussi qui constitue Angkor Wat et d'autres temples qui ont été érigés au XIe siècle. Et ici, c'est un temple qui est entouré d'autres temples plus modernes. Donc là, on est dans celui qui date du XIe siècle, mais tout autour, on retrouve des pagodes modernes, car beaucoup de moines et beaucoup de gens viennent ici, encore une fois, pour se recueillir. Et c'est aussi un endroit qui a servi de centre de détention lors des Khmers rouges. Donc, au-delà de l'aspect spirituel proprement bouddhiste du temple, c'est aussi un lieu de pèlerinage et pour une sorte de devoir de mémoire. Donc ça mélange, comme beaucoup d'endroits finalement en Asie du Sud-Est et au Cambodge, on mélange la religion et les événements plus modernes. Ça donne voilà, quelque chose, une ambiance qui est toujours très forte. En tout cas, celui-là est vraiment très joli, hein. Le Wat Nokor, et je crois que c'est la toute première fois qu'on filme des temples angkoriens, pré-angkoriens dans nos vidéos, alors qu'on en a déjà vu, nous, beaucoup de fois. Mais voilà, c'est toujours très très beau.
La grande majorité des temples qui ont été construits à l'époque, donc aux alentours du XIe siècle, notamment par Suryavarman II, celui qui donc a ordonné la construction de ce temple-là et Angkor Wat, les temples étaient de confession hindouiste, car l'Empire Khmer à l'époque, et le Cambodge particulièrement, était totalement hindouiste. Mais lorsque Jayavarman VII, celui qui fonda le Bayon et qu'on nomme aujourd'hui l'empereur constructeur, car il a fait d'énormes temples très connus aujourd'hui dans la cité d'Angkor, et lui était de confession bouddhiste Mahayana. Et à partir de là, les temples de la cité d'Angkor et des temples comme par exemple celui-ci ou dans d'autres provinces ont commencé à se convertir, à passer de l'hindouisme au bouddhisme. On retrouve donc là sur les bas-reliefs et sur les statues uniquement quasiment que des références à l'hindouisme, car ça a été construit lorsque le pays était de cette confession. Mais là on y a ajouté des temples plus modernes autour qui eux sont bouddhistes. Donc quand on a un petit peu l'œil et qu'on sait repérer, on peut voir énormément de références hindouistes mais aussi bouddhistes, et il y a plein de choses comme ça qui se mélangent, et la majorité des temples d'Angkor et des temples angkoriens, pré-angkoriens sont comme ça aujourd'hui, en mêlant un petit peu les deux. Et il y a un phénomène dont on ne parle pas assez, c'est quand la mousson s'est abattue et qu'ensuite le soleil perce, l'humidité qui remonte c'est... on est bien en saison des moussons, là, on se trompe pas. Hein. Ouais. Mais finalement, je préfère saison des moussons avec le ciel couvert que le soleil qui perce après, parce que là, c'est un sauna, c'est un hammam, c'est tout ce que... J'ai l'impression qu'on boit la tasse à chaque fois qu'on respire, quoi. Concernant les tarifs et l'accès au temple, c'est un peu compliqué. En fait, on lit un peu partout que initialement c'était gratuit. Vous avez plusieurs attractions touristiques à faire dans la région. Vous avez notamment, en plus de Wat Nokor, vous avez également Phnom Pros et Phnom Srei, donc la colline des hommes et la colline des femmes. Normalement, ces lieux sont gratuits, mais je pense qu'avec l'essor un peu touristique de la région, en tout cas voilà, ils essayent de créer des petits endroits comme ça touristiques pour développer le tourisme. Là, à l'entrée, on vous propose un ticket de 10 $ pour faire tous ces sites-là. Sauf que comme les autres sont censés être gratuits, on comprend pas trop. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à négocier avec le monsieur. On a payé 2,50 $ par personne uniquement pour accéder à ce temple-là, et on verra si on peut accéder gratuitement aux collines, puisque normalement c'est censé être le cas. Encore une fois, pour voir des monuments qui datent du XIe siècle et de la période d'Angkor, ça paraît logique aussi. Quand vous visitez des temples angkoriens ou pré-angkoriens, vous devez voir beaucoup de blocs de grès avec des trous. Et souvent les gens se demandent qu'est-ce que c'est, et il y a plusieurs explications. Et l'explication qui vaut pour le plus grand nombre de cas, c'est que ce sont simplement des trous dans lesquels ils fixaient des chevilles, et en fait ça permettait d'ajuster les pierres lors de la construction. Donc c'était vraiment uniquement à but pratique pour la construction. Mais parfois lorsque vous entrez à l'intérieur des temples, pas à l'extérieur comme ici mais vraiment dedans, on en voit parfois un petit peu partout, du sol au plafond. Sur certains cas, il peut s'agir des trous où on fixait des pierres précieuses ou des éléments de valeur à l'intérieur des temples, donc évidemment qui sont plus là aujourd'hui. Mais voilà, le cas le plus répandu de ces trous dans le grès, c'est simplement d'aide à la construction avec des chevilles pour pouvoir les positionner plus facilement. On sort du Wat Nokor. Vraiment, le temple est très très beau. Vous avez plein de temples comme ça, angkoriens ou pré-angkoriens, disséminés un petit peu partout au Cambodge. Il n'y a pas que le site d'Angkor principal, même si évidemment c'est celui le plus impressionnant. Mais si vous vous égarez un petit peu, on retrouve des temples même d'ailleurs au Laos, au Vietnam et en Thaïlande. Il n'y en a pas que au Cambodge, l'Empire... Parce que l'Empire Khmer, il prenait une grande partie de l'Asie du Sud-Est actuelle. Donc vous en avez un petit peu partout. Là, je pense qu'on va reprendre la route. Je ne connais pas du tout la suite de la journée parce que le ciel, encore une fois, est bien menaçant. Bon les amis, on est parti de Wat Nokor en direction de Phnom Pros, qui est la colline des hommes. La route, c'est route. On bouffe beaucoup de poussière. En saison sèche, il y a énormément de poussière sur les routes en terre du Cambodge, et généralement ils aspergent les routes d'eau justement pour maintenir la poussière au sol, que ça décolle pas. Là en saison humide, pourtant il a plu il y a vraiment pas longtemps, mais c'était quand même très poussiéreux, les camions, la route, je pense que vous avez vu sur les images, dans un état un peu compliqué. Donc là on est arrivé à Phnom Pros, on fait une petite halte parce
qu'il s'est mis à pleuvoir et on va monter la petite colline voir. La poussière. Waouh. On est bien arrivé sur le site de Phnom Pros, la colline des hommes, et du coup, en effet, en arrivant, on nous a demandé un ticket. Donc le fameux ticket à 10 $ qui comprend plusieurs activités à faire dans la région. Donc on a dit qu'on n'avait pas de ticket et qu'on voulait pas payer le ticket puisqu'on avait déjà fait en plus Wat Nokor juste avant. Heureusement, on parle un peu khmer, enfin surtout Brice qui se débrouille très bien avec les chiffres et du coup, on a réussi à négocier. Et donc là, on a eu l'accès Moimen par personne, donc 10 000 riels par personne pour pouvoir faire Phnom Pros et Phnom Srei, la colline des femmes juste à côté. Au final, honnêtement, si vous n'avez pas envie de négocier à chaque entrée et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, payez le ticket de 10 $ par personne. Vu la beauté des sites, c'est mieux que de négocier à chaque fois. Finalement, le Cambodge, toutes les provinces ne sont pas touristiques et sont pas développées. Kampong Cham, c'est une province là qui, je pense, essaye aussi de faire valoir ses attraits touristiques. Et, oui, c'est ça. Là, on est là, c'est magnifique. Hein. Oui, donc en soi, moi, je m'en fous un peu. Oui, c'est très beau. Pour ceux qui sont un peu adeptes du routard ou de ce genre de blog, c'est pas très bien tenu à jour, hein, que ce soit pour les transports. Honnêtement, le routard au Cambodge, c'est 0. Et là, voilà, sur ces c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment pas à jour du tout. Non, c'est pas à jour du tout. Il y a officiellement un ticket de 10 $ qui a été mis en place pour toutes les activités de la région. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous embêter à négocier à chaque fois, c'est beaucoup plus pratique. Prenez le ticket à 10 $ et au moins vous aurez tous les trucs compris dedans, c'est plus simple. Et j'ai aussi oublié de préciser que si vous avez un scooter et que vous voulez visiter le site avec votre scooter, on a le droit. On va pouvoir le prendre et s'arrêter un peu à chaque temple. Enfin, je sais pas à quoi ressemble le site, mais en tout cas, on a le droit de prendre la moto et s'arrêter à chaque endroit. Donc ça, c'est cool aussi. Et vous voyez ce qu'il y a derrière. À quel point c'est beau. Alors, depuis tout à l'heure, on vous dit colline des hommes, colline des femmes, mais on vous a pas trop expliqué ce que c'était. En fait, c'est une légende qui est assez populaire ici au Cambodge. Donc, il y a la colline des hommes, là où on se trouve avec les pagodes, là, qu'on voit, les magnifiques pagodes. Et en face, parce qu'elles se répondent un petit peu, il y a la colline des femmes. Dans la légende, les hommes et les femmes étaient en compétition pour savoir lequel des deux groupes allait pouvoir choisir en mariage, demander en mariage les autres. Et pour ça, la compétition est assez simple, enfin assez simple, assez compliqué quand même. En fait, ils avaient une nuit pour ériger chacun une colline. Ça a commencé vers le coucher du soleil. Les hommes se sont attelés à construire une colline là où on se trouve et les femmes à côté aussi. Les hommes, ils sont partis assez confiants. Ils se sont dit, voilà, on est des hommes, on est force, on va y arriver sans problème. Mais les femmes ont été plus malines. Lorsque la nuit tomba, les femmes en fait ont allumé un grand feu pour faire croire aux hommes que l'aube était déjà arrivée, que le soleil commençait déjà à pointer le bout de son nez. Donc les hommes ils se sont dit waouh, mais attends, on a quasiment pas avancé en fait, la colline là, on a quasiment rien fait, on a perdu,
ça sert à rien de continuer, on arrête tout. Donc les hommes ont arrêté pensant qu'ils avaient perdu. Et les femmes, elles, ont continué à monter cette fameuse colline. C'est pourquoi aujourd'hui, selon la légende, la colline des femmes est plus grande que celle des hommes. Et à la suite de ça, les femmes ont gagné. Et c'est elles qui ont pu choisir les hommes. Donc chaque femme est allée choisir l'homme qu'elle voulait. Et du coup, en contrepartie, les hommes devaient évidemment payer cette dot. Il y a une autre légende un petit peu par le dessus qui raconte que c'est à cause de ça ou grâce à ça dépend si on est un homme ou une femme finalement, qu'au Cambodge, les hommes doivent payer une grande dot pour demander la femme en mariage. Donc ça, c'est la légende de... un monsieur là qui fait des tests micro depuis tout à l'heure derrière. Et voilà, ça c'est la légende de la colline des hommes et la colline des femmes ici à Phnom Pros et Phnom Srai. Attention, il y a des mouches. On est au pied de Phnom Pros, la colline des hommes, et vous avez vu, on est dans un parc où il y a plein de statues. Et là, on vient de faire un voyage dans le temps. Littéralement, il y a cette structure juste derrière moi avec le grand bodhisattva à 4 faces. C'est très joli. Et en fait, attendez, je regarde parce qu'il y a des singes un petit peu partout quand même. Vas-y, je regarde. Okay. On voyait écrit bibliothèque, library là sur ce bâtiment-là, un peu partout. On s'est dit tiens. Et il y avait une entrée. Donc on rentre à l'intérieur. Et là, les amis. Non. En fait, les singes, ça l'a pas fait. On vous reprend après les singes. On est très prudents, nous, hein, sur les petits monkeys. Hein. Chapardeur. Et on voit écrit bibliothèque. Et à un moment donné, une porte qui mène à l'intérieur, mais vraiment sombre rien. Et là, je vois une dame arriver. Qui parlait français, qui nous dit entrez. Donc on se déchausse, elle allume toutes les lumières et on se retrouve dans une bibliothèque avec des livres de toutes les langues. Waouh! Alors moi, ça me touche. C'est des moments. J'avais des livres qui dataient des années 40, 50, 60, 70, écrits en français, dont un que j'ai feuilleté qui s'appelait Les contes et les légendes khmères. Elle vous propose de prendre un livre, de vous asseoir et de prendre un petit temps mort dans votre journée pour vous apaiser, vous reposer. L'ambiance était... Alors du coup, elle était trop mignonne parce que moi, elle a pas arrêté de me prendre en photo. Je sais pas s'ils ont un compte Facebook ou quoi. Il y avait un petit livre, on devait écrire notre nom, la date à laquelle on est venu. La dernière visite date d'il y a 15 jours. Ouais, tout le complexe, hein, honnêtement, c'est très très beau. On sent qu'ils ont envie... Waouh, les gens. On sent qu'ils ont envie d'en faire un lieu touristique, en fait. C'était, on se serait dit, dans un film d'aventure et d'un coup, tu tombes sur un truc caché, une bibliothèque, une quête secondaire. On est resté un petit 20 minutes dans la bibliothèque. Tu passes une porte dimensionnelle qui te ramène 50 ans en arrière, puis pouf, tu reviens en 2024. Et depuis ce matin, on échappe quand même à l'orage et là, il gronde. Et il nous reste un peu de route pour rentrer. Je pense qu'on va, on va pas jouer plus que ça, quoi. On va pas faire les malins. Allez, à plus tard. On vous reprend, on est le lendemain matin. Ce matin, on a un petit peu traîné à la guest house. On a pris le petit déjeuner avec notre hôte qui s'appelle Thomas. On loge d'ailleurs à la Fala Riverside. C'est un peu excentré de Kampong Cham, mais par contre, on est dans un coin hyper paisible, tranquille, avec le petit marché le matin. La guest house, on vous la recommande à 1000%. Le programme ce matin, on a pris le scooter, on a traversé le pont et on est sur l'île de Kopen. Et on va se balader et vous montrer ça, comme d'habitude. Apparemment, on nous a dit ce matin qu'on aurait peut-être du mal à accéder à certaines parties de l'île puisque du coup c'est inondé. Tout ça avec le charisme maximum du casque-casquette. Nickel.
premier arrêt, en effet, les routes, il y en a quelques-unes qui sont inondées. Et du coup, ils ont créé des radeaux, c'est des bacs de fortune pour pouvoir traverser la route, mais sur l'eau. Donc là, nous, on va pas le prendre pour l'instant. On va essayer une autre route, voir un peu ce que ça donne. En tout cas, l'île, elle est super mignonne. C'est très rural, avec beaucoup de maisons traditionnelles khmer, donc sur pilotis, avec des belles peintures, des belles toitures et des stores en bois peints avec des dessins. C'est magnifique. Et les gens sont dans l'accueil comme d'habitude. Incroyable. Deuxième route, deuxième fail, enfin c'est pas vraiment un fail, il y avait aussi un bac pour traverser la route. Du coup on a décidé de s'arrêter dans un petit shop, un petit boui-boui pour prendre un café. L'île de Koh Pen, là où on se trouve, elle est connue en fait, et même Kampong Cham finalement, pour son grand pont en bambou. Et ce qui est assez drôle avec ce pont, là pendant que je parle, je vous l'affiche ici, c'est qu'il est reconstruit et déconstruit tous les ans. À la fin de la saison sèche, ils déconstruisent le pont en fait, ils l'enlèvent parce qu'avec la montée des eaux, il serait clairement détruit et il serait impraticable avec la hausse du Mekong. Bon, à la fin de la saison humide, début de saison sèche, le pont est reconstruit et ça tous les ans. C'est assez fou, donc nous là on est en saison humide et le pont n'est pas là. De toute façon quand on voit à quel point le Mekong est haut, à la base Kampong Cham des touristes est connu vraiment pour ce pont en bambou là. Là on attend toujours la fin de la pluie. Toujours, mais c'est cool, on profite un peu et ça permet de ralentir le voyage même si on n'est pas les plus pressés du monde. Bon, pas mal de pluie aujourd'hui, mais on a quand même réussi à explorer un petit peu l'île de Koh Pen. On n'a pas beaucoup filmé parce qu'il y avait du crachin, donc pour la caméra c'était pas top, mais l'île est vraiment très sympathique. Bref, du coup là on est retourné à Kampong Cham pour manger au Smile Restaurant. C'est un restaurant tenu par une ONG qui engage des orphelins et des enfants pour les former au métier. Et voilà, c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs dans le Cambodge, mais c'est vraiment très très bon. Donc là on a pris aussi des cafés qu'on attend. On va clôturer ici après ces quelques jours passés à Kampong Cham. C'était vraiment trop chouette. Malgré trop bien. La météo, mais bon, ça c'est nous qui le voulons en venant en période des moussons, donc... Et on n'a pas peur de s'asseoir même quelques heures s'il faut, boire un petit café en attendant que ça passe, donc finalement, c'est pas plus mal. Hein. On espère que ce récit vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Ouais, on vous affiche notre petit Instagram juste ici si vous voulez faire un tour pour voir des photos. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est trop bien et c'est une façon de nous dire merci si vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine destination. Yes, salut. Bisous.